des peurs et des préjugés, la pratique de la téléconsultation médicale offre aujourd'hui un nouvel espace thérapeutique aux médecins et aux patients qui envisagent de téléconsulter. La téléconsultation présente de nombreux avantages. Elle offre de nouvelles possibilités d'accès aux médecins, peut permettre une prise en charge et un suivi plus rapide en facilitant l'accès à des avis spécialisés ou en limitant des délais de prise en charge trop longs. Elle permet également de prévenir. Comment accompagner les nouveaux utilisateurs? Nous en parlons aujourd'hui dans Santé Plus. Et pour cela, nous recevrons tout à l'heure sur notre plateau le professeur Assa Alou. Il est professeur de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, référent télémédecine et président du comité bioéthique de la clinique connectée. Et nous recevrons aussi, il est accompagné de M. Villa-Trevor, expert en télémédecine. Aujourd'hui, Santé Plus s'enrichit de plusieurs invités, plusieurs intervenants. Et juste après nos premiers invités avec qui nous parlerons de la téléconsultation, nous recevrons le docteur Zébé qui est gynécologue. Il nous informera sur le fibrome, ce mal assez présent chez les femmes noires. Dans Santé Alternative, Dr Bozy nous fera connaître les vertus de l'avocat, les vertus thérapeutiques et spirituelles, les vertus spirituelles que vous aimez suivre. En toute fin d'émission, vous pourrez poser vos questions, cette fois-ci aujourd'hui sur le lifting et les grossissements des fesses, des seins, des lèvres et pourquoi affiner le nez. Restez avec nous, vous êtes sur Business 24 Africa. Bienvenue sur Santé 24, vous suivez Business 24 Africa, je suis Irène Bailly et notre première rubrique Santé Plus, nous parlons de téléconsulter, c'est possible. Et pour cela, nous recevons sur notre plateau, je commence par monsieur le professeur Alou Assa, il est professeur de stomatologie et chirurgie maxillofaciale, référent télémédecine et président du comité bioéthique de la clinique connectée. Bienvenue sur notre plateau, professeur. Merci. Le professeur est accompagné, notre second invité sur ce thème, de M. Villa-Trevor. Il est expert en télémédecine. C'est pas docteur, hein, c'est Monsieur Villa. Je l'appelais docteur pendant la préparation de cette émission, mais c'est Monsieur Villa. Consultant déjà en télémédecine, c'est quoi? Assez rapidement. Consultant en télémédecine, c'est apporter des éléments d'expertise dans la connaissance médicale en rapport avec les outils que les patients vont utiliser, que les professionnels de santé vont utiliser, afin de constituer un parcours au bénéfice des patients et au bénéfice de la déontologie médicale. Très bien. Alors, professeur, ma première question déjà sur notre sujet de téléconsultation. Oui. Qu'est-ce que la téléconsultation et est-ce que c'est un concept nouveau en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Merci, Madame Bailly. J'apporte une toute petite précision. Professeur de médecine, maintenant professeur honoraire, c'est-à-dire je suis à la retraite depuis 2016. Okay. Et la téléconsultation est un outil de la télémédecine. Et la télémédecine, c'est comme le télétravail, le e-learning, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Et dans la télémédecine, il y a la télé-expertise, la téléchirurgie, la téléradiologie, la télé-surveillance ou le télémonitoring. Et donc, c'est tout un ensemble, un paquet. Et dans la téléconsultation, c'est le premier pas pour faire la démarche diagnostique, pour aboutir au traitement. Et donc, c'est la consultation à distance. Et dans cette consultation,
il y a un élément clé, l'examen clinique. Et il faut examiner, toucher, palper et sentir. Mais avec la téléconsultation, il y a environ 80% de l'acte de consultation qui sont réalisés. Les 20%, c'est avec l'examen physique, l'examen clinique, et pour lesquels on peut trouver des astuces en présentiel avec un consultant, un praticien qui est avec le malade et qui transmet les informations recueillies par l'examen clinique, la palpation, l'auscultation et la percussion. Un praticien, c'est-à-dire un médecin qui est avec Vous êtes expert en téléconsultation et vous faites une téléconsultation et le malade est à distance, loin de vous, mais avec un praticien et à qui vous allez demander de faire des actes bien précis dans le cadre de l'examen clinique. Exemple de praticien. N'importe lequel qui maîtrise l'outil informatique et qui a les équipements nécessaires pour faire la téléconsultation et vous transmettre à temps réel les informations que vous demandez. Okay. Est-ce que c'est un phénomène, bon, on ne va pas dire phénomène, est-ce que c'est un concept nouveau en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un concept nouveau. La télémédecine existe depuis longtemps, mais n'est pas suffisamment vulgarisée. Maintenant, avec la maîtrise des moyens de télécommunication, les technologies de l'information, et cet aspect commence à prendre forme, à être vulgarisé. Et sinon, il y a longtemps que la télémédecine, on parle de la télémédecine, et aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont pris les dispositions avec les tests réglementaires et même au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction du programme de développement de la télémédecine. La télémédecine pour que cet aspect soit vulgarisé et largement exploité. Monsieur Villa, le professeur est en train de parler de l'aspect légalisation des autorités étatiques, des dirigeants. Est-ce que c'est légal de pratiquer la téléconsultation? La téléconsultation est un acte légal, mais ça dépend maintenant parce que c'est accompagné de conditions. On ne réalise pas une téléconsultation en public. Il faut garder, parce que c'est un acte médical et c'est accompagné des règles de déontologie qui sont très strictes en la matière. Donc, tout ce qui est strict en la matière de la médecine, c'est ce qui est transposé là. Donc, vous ne pouvez pas exposer l'intimité de quelqu'un aux besoins de ce que vous êtes en train de téléconsulter publiquement pour exposer ces informations, ces données. Non, ça ne se fait pas. Donc, on fait de la téléconsultation sous surveillance avec la bonne connaissance de l'usage. Le professeur Assa a dit tout à l'heure que la téléconsultation, ça se fait à distance. Voilà, c'est la définition même de la téléconsultation. Et, avec le patient ou celui qui demande la téléconsultation, un praticien. Oui. Là, ça ne devient pas long parce que celui qui est en face de nous, qui nous téléconsulte, est praticien. Et on a besoin que le patient soit avec un autre praticien.
C'est pourquoi j'ai demandé quel praticien, Oui. soignant, Oui. kinésithérapeute, quoi. De toutes les façons, lorsque vous vous rendez en cabinet, ou bien lorsque vous êtes même chez vous, que vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est quelqu'un qui va s'exprimer à votre place. Donc un parent. Ça Donc peut être un parent, c'est ce qu'il a, un parent, un professionnel de santé qui va être de premier niveau, qui est par exemple un aide-soignant, qui sait prendre les constantes, qui connaît le langage approprié, qui va échanger, qui est homologué avec le médecin, qui va guider l'acte à suivre. Et donc les informations vont être plus fiables qu'une personne lambda qui récapitulerait les informations aux praticiens. Très bien, c'est clair, chers téléspectateurs. Voilà. Quels sont les profils des médecins qui ont recours ou qui peuvent avoir recours à la téléconsultation, professeur Ali? Même le tout petit enfant de 6 ans sait manipuler, même mieux que les parents, les téléphones portables. C'est cela. Et donc, il suffit de maîtriser les nouvelles technologies de la communication et de l'information pour pouvoir appliquer la réglementation ou bien mettre en œuvre et pratiquer la téléconsultation. Donc, tout type de médecin, toute spécialité confondue, Et- peut pratiquer oui, la sans téléconsultation. exception. Sans exception. Oui. Un cardiologue, un médecin généraliste, un dentiste, Effectivement. sans exception. Il suffit de maîtriser L'outil. l'outil. Très bien. On reviendra sur l'outil, les outils utilisables un peu plus bas. Alors, Monsieur Villa, il y a ce qu'on appelle aussi les cas d'usage. Oui, les cas d'usage. Donc, quand le professeur parlait donc de qui peut téléconsulter, on a fait référence à soit un parent qui est à côté, qui peut aider avec un langage qui est homologué avec le praticien, ou vous avez un paramédical ou un proche médecin qui est là, qui peut accompagner l'expert qui est au bout de la ligne, de l'autre côté, qui va pouvoir accompagner, puisque votre frère peut être médecin, mais pour la pathologie donnée, il n'est pas le spécialiste. Donc, il aura besoin de l'avis d'un autre expert, mais lui, il est quand même à même de recenser les meilleures informations qu'il mettra à la disposition de l'expert. Et tout cela est accompagné, est bien documenté. Et donc, c'est cela le dossier médical ou le carnet de santé digital qui est partagé entre les praticiens avec l'autorisation du patient. Parce que n'a pas droit au carnet de santé du patient ou au dossier médical du patient qui veut. Vous pouvez être son parent, quand il n'a pas donné l'autorisation, vous n'avez pas accès à son carnet de santé. Voilà. Donc, pour revenir donc à votre question, c'est que... Quels sont les cas d'usage? Quels sont les cas d'usage? Alors, vous avez un enfant qui a le corps chaud au milieu de la nuit. Et dans un périmètre de 5 km, vous n'avez pas de pédiatre. Vous avez besoin là, parce que c'est un cas d'enfant, c'est délicat, vous avez besoin de communiquer avec un pédiatre. Mais au premier parcours, la personne que vous pouvez avoir facilement, c'est un médecin généraliste. Lorsque vous rentrez sur une application de télémédecine telle que l'application de la clinique connectée, vous allez retrouver la liste des médecins, des praticiens qui sont disponibles parce qu'ils auront renseigné les informations en fonction de leur agenda de travail. À partir de ce que vous avez le besoin, que vous recherchez une aide, vous allez retrouver soit un pédiatre, soit un médecin généraliste, mais en tout cas, la permanence est assurée avec toutes les spécialités 24 heures sur 24. De sorte à ce que l'effet placebo recherché dans un premier temps
vous demandez de l'aide. Vous êtes dans l'urgence. Vous êtes dans l'urgence. Si vous avez une oreille de praticien, de professionnel qui vous écoute, l'effet placebo vous donne déjà la force de pouvoir atteindre les autres étapes. Et donc, pour cet enfant dont le corps chauffe, dont les parents recherchent de l'aide, vont avoir un pédiatre en ligne qui va dire, OK, est-ce que vous avez un thermomètre? Donnez-moi la température de l'enfant, ouvrez la bouche de l'enfant et faites ceci. Il va vous donner un certain nombre d'exercices à faire, le temps pour vous de pallier au premier degré de la chose, et il va vous donner des orientations, ou s'il y a des produits auprès de vous, il pourra vous conseiller en fonction des informations que vous lui aurez transmises. Cet avantage est énorme déjà. Le fait d'être écouté, le fait d'être orienté par un professionnel, de bénéficier de son avis, et que cet avis vous conduise favorablement à prendre votre enfant en charge et le conduire vers les personnes qui vont pouvoir faire le relais et arriver à vous donner satisfaction. C'est une très belle initiative déjà, parce que souvent on est très inquiet quand les crises ou bien les petits malaises interviennent, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. Si déjà la clinique connectée, des plateformes comme la clinique connectée permettent d'avoir déjà les premières orientations, le temps pour nous de nous orienter vers le centre de santé ou bien l'hôpital, ou bien même d'avoir le spécialiste en question directement, même à partir de la clinique connectée, c'est déjà bon. Est-ce que, Monsieur Villa, la clinique connectée, cette téléconsultation prend en compte aussi comme spécialiste des infirmiers, des sages-femmes ou seulement les médecins? Absolument. Si vous voulez, c'est l'hôpital qui est virtuel. Okay. C'est la clinique qui est virtuelle. Toutes les prestations en matière de santé, les prestataires s'inscrivent et y sont. Et en fonction du besoin, alors le secrétariat oriente. En fonction de votre connaissance à la recherche dans l'application, vous retrouvez ce qui va satisfaire votre besoin. Si vous avez besoin d'une aide-soignante à domicile parce que votre médecin vous a prescrit des médicaments et que vous devez faire des injections et qu'il n'y a pas de centre médical à côté, très proche, vous pouvez entrer sur l'application et solliciter la prestation d'une aide-soignante qui va venir vous faire vos injections tranquillement. Elle va prendre, elle est professionnelle, elle va savoir que vous lui avez présenté des médicaments, mais les dosages, si ce n'est pas indiqué sur l'ordonnance, elle va se référer à votre médecin traitant qui va se satisfaire de lui dire, écoutez, faites dans tel sens et on y va. Donc elle va travailler sous la surveillance du médecin. Parce que c'est le médecin qui a la première responsabilité. Oui, oui. Voilà. Très belle initiative. J'ai une question un peu indiscrète. On pose souvent des questions indiscrètes sur ce plateau. Oui. Ça a pris combien de temps pour peaufiner cette idée, pour la mettre en œuvre? Il faut dire qu'il y a des applications qui foisonnent depuis l'Europe et ici, mais nous sommes une start-up ivoirienne, africaine. Nous sommes ici en tant qu'application qui fait ses cours. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez prendre le meilleur de l'Europe, vous allez avoir une start-up comme la nôtre qui va se comparer à cette dernière parce qu'elle considère qu'elle n'a rien à envier à elle. Voyez-vous? De sorte que nous avons travaillé sur le chemin, sur le terrain africain. Nous connaissons les réalités des prises en charge, des difficultés de nos parents, de nos concitoyens. Donc, une application de télémédecine arrivant, par exemple, d'une autre contrée, ne va pas rencontrer la même satisfaction parce que nous, nos petits problèmes ici, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Donc, ça a pris du temps et ça continue parce que nous sommes en co-construction. C'est pour ça que vous voyez le professeur, c'est une équipe de professionnels qui apportent des idées. On se confronte aux réalités du terrain. Et ces réalités, nous les transformons en parcours digital
pour donner satisfaction à toute la segmentation sous l'avis des grands professeurs qui contrôlent l'éthique. Parce que faire quelque chose avec la machine, c'est une chose, mais l'appliquer sur le terrain, c'est une autre chose. Et il faut travailler sous le contrôle des maîtres qui vont donner satisfaction à leur avis. Alors, professeur Alou, les motifs de santé les plus abordés lors de la pratique de la téléconsultation sont lesquels? Ils sont nombreux. Et c'est la première question que nous posons aux patients. Vous venez pourquoi? Vous venez à l'hôpital pourquoi? Quel est le motif de la consultation? C'est toutes les pathologies dans toutes les spécialités données. Et je prends par exemple le cas des maladies chroniques, une hypertension artérielle, un diabète, et la goutte. Et le malade vient et vous dit, docteur ou bien professeur, j'ai tel problème. Et c'est à partir de l'interrogatoire qui peut se faire à distance qu'on oriente progressivement vers l'examen clinique, les examens paracliniques, c'est-à-dire les examens de laboratoire. Et donc, les motifs de consultation sont nombreux et dans toutes les disciplines. On ne peut pas les énumérer. Alors, professeur, avantages et inconvénients rencontrés lors de l'utilisation des outils de téléconsultation, on en parle? Les avantages sont nombreux. Et en Afrique, nous sommes souvent confrontés aux problèmes d'accessibilité. Vous êtes dans un campement et il y a une urgence, le temps d'évacuer le malade, on perd des moments très précieux. Et donc, l'inaccessibilité géographique et les distances sont en quelque sorte vaincus. Et comme je l'ai dit, dans un campement isolé, en face d'une urgence, et si on a la connexion, ou bien même le réseau, par relais, on peut transmettre l'information et à quelqu'un qui est dans un réseau et connecté pour se faire consulter à distance. Très bien. Alors, docteur, professeur, nous sommes presque à la fin. Nous sommes déjà à la fin. On me signale que je dois arrêter l'échange. La dernière question était, quelles sont les perspectives de la télémédecine et de la téléconsultation? Je pense que la prochaine fois que vous reviendrez sur ce plateau, on en parlera et on parlera même de la téléconsultation, des spécialités, aller à la découverte des spécialités pour orienter nos populations. Et on pourra terminer cette dernière question-là. Oui, ce sera. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je dirais tout simplement que téléconsulter, c'est possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire à travers la clinique connectée. Merci de nous avoir gratifié de votre présence. Santé Plus se poursuit et nous recevons cette fois-ci le docteur Zegbé. Santé Plus se poursuit et après avoir parlé des téléconsultations ou du moins de la téléconsultation, nous parlons maintenant avec le docteur Zegbé des fibromes. Le docteur Zegbé est chirurgien gynécologue diplômé de l'Université de Paris, chercheur en pharmacopée africaine. Et je le dis, avec le docteur Zegbé, nous parlons des fibromes. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Il faudrait savoir que les fibromes sont des tumeurs non cancéreuses dans l'utérus qui peuvent se développer chez les femmes pendant les années où celles-ci sont en âge de procréer. Est-ce qu'il y a des causes des fibromes? Et est-ce que c'est spécifique aux femmes noires ou toutes les femmes du monde peuvent manifester les fibromes? Oui,
vous avez raison de dire tumeur non cancéreuse. En fait, quand vous entendez en médecine le son homme, ça veut dire qu'il y a une boule ou une tumeur. Tumeur, ça veut dire quelque chose qui a grossi. Donc, c'est une tumeur développée au dépend de quoi? Le premier mot, c'est là. Ça développé au dépend de quoi? Quand c'est fibre, c'est fibrome, ça veut dire que c'est une tumeur développée au dépend de fibres. Ok. Or, l'utérus, c'est une poche. C'est une poche musculaire située dans le ventre des femmes. C'est un organe secret et sacré. C'est secret, c'est pour cette raison que Dieu l'a caché. La femme elle-même ne voit pas son utérus. Elle peut à peine le toucher. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit montrer aux gens. C'est sacré parce que tant que la femme l'a, elle peut faire des enfants. Ah, avec la présence de l'utérus. l'utérus. Oui, Tant que je l'utérus cru entendre est les là, fibromes. la femme peut faire des enfants. Et le rôle essentiel de l'utérus, c'est de protéger l'œuf fécondé. L'œuf fécondé, l'œuf est formé quand les spermatozoïdes rencontrent l'ovule. Les deux forment un œuf. Et l'œuf cherche un endroit où se loger. Il va se loger dans l'utérus. C'est une poche musculaire. Une fois que l'œuf est dans l'utérus, il s'entoure d'une membrane, forme une poche et l'enfant se développe à l'intérieur de la poche. Cette poche se communique avec l'utérus, donc par le placenta, qui est un organe, qui c'est un filtre qui aspire les éléments qui sont chez la mère pour les envoyer vers l'enfant en passant par le cordon ombilical. C'est là que l'enfant crée sa poche et se développe à l'intérieur de la poche. Au début, il n'a aucun organe, c'est une petite masse, une petite chair qui va après se constituer ou avoir des différentes parties. La tête, les bras, le ventre, la poitrine, tout se forme au fur et à mesure. Et l'enfant est protégé comme ça, dans sa poche, il ne touche absolument rien. Et donc, quelles sont les causes des fibromes? Alors, je vous disais que lorsque notre Seigneur Dieu a fait les êtres humains, il les a divisés en deux groupes. À un groupe, il a donné une substance qui améliore le corps. Et à l'autre groupe, il n'en a pas donné. Ceux qui ont reçu cette substance-là, qui s'appelle la mélanine, ont le teint soit foncé, comme Macky Sall, soit légèrement clair, comme Paul Biya. Ou comme vous? Voilà. Alors, qu'il soit foncé ou qu'il soit clair, leur peau est lisse et souple, comme un ballon, comme une chambre à air de gros camion qu'on a gonflé. Voilà. Les noirs, vous serez surpris, même s'ils sont très noirs, d'avoir la peau qui est toujours lisse et souple. Ça vous étonnera, mais si vous touchez un blanc, vous verrez que c'est un peu rugueux. Un peu rugueux, un peu dur. Donc vous touchez un noir, c'est toujours lisse et souple. Donc Ça, la cause, on pourrait dire que la cause des fibromes sont dues à la race. À la race. Ok. Parce que le muscle qui est en dessous, c'est un muscle très puissant, qui se contracte facilement et fortement. C'est pour ça que les noirs courent plus vite que les blancs. Très bien. Vous verrez que chaque 4 ans, aux Jeux olympiques, les 4 hommes les plus rapides qui sont à la fin de la course de 100 mètres sont tous des noirs. La médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze sont des noirs. Ok, donc on retiendra que les fibromes sont dus à la race africaine, à la race noire. À la race noire. Voilà. Parce et donc, en Amérique, où il y a des femmes blanches, il y a des Américaines noires, des Américaines blanches. Les Américaines blanches n'ont pas de fibromes. n'ont pas de fibromes. Mais les Américaines noires ont les mêmes fibromes qu'en Afrique ici. Quels sont dans ce cas-là, docteur, les symptômes des fibromes? Des symptômes. Quand on arrive à dire qu'elles sont spécifiques à la race noire et qu'on le veuille ou pas, toutes les femmes noires peuvent manifester des fibromes. Voilà. Donc, quels sont les symptômes de la présence des fibromes? C'est la boule qui est à l'intérieur de l'utérus, soit profondément sur le feuillet le plus interne, soit vers le muscle,
soit vers l'extérieur. Toujours est-il que c'est la boule qui fait le fibrome, c'est la boule. Ok. Ensuite, ça saigne. Voilà. Ah, Les signes visibles, au fait. Les filles vigiles, les règles sont plus prolongées, plus abondantes que les autres femmes. Donc, c'est Noirâtre aussi. c'est un peu noirâtre, mais abondant surtout. C'est l'abondance qui fait que souvent, elles sont un peu anémiées. Et sur une longue durée, Oui, les règles sont longues. sont longues. Ok. Elles sont plus longues qu'habituellement. Quand on a ces symptômes-là, il faut consulter un gynécologue. Il y a peut-être une présence de fibromes. Voilà. Est-ce que tous les fibromes doivent subir une opération chirurgicale? Pas du tout, surtout pas. Ok. Pourquoi? Eh bien, Donc on va parce que- parler des traitements. Est-ce qu'il existe des traitements à part la chirurgie, les opérations? Mais là, je vais vous dire comment la chirurgie est venue. Quand les Blancs venaient en Afrique, dans leur idée, ils venaient chercher des esclaves pour travailler parce que les Noirs sont forts, physiquement forts. Quand ils sont venus, qu'ils ont vu les fibromes, ils ne pouvaient pas expliquer que c'est parce que votre corps est différent du nôtre. Ils ont préféré arrondir les choses en disant il faut opérer. Et l'idée d'opération est restée. Et ça restait dans la tête de beaucoup de médecins qui n'ont pas été formés comme moi j'ai été formé. Ok. Je vous dirais, moi, aussi, on m'a dit d'opérer les fibromes. Et je les opérais. Parce qu'il y a longtemps que je suis gynécologue, ça fait 47 ans. Oui, oui. Donc, quand j'étais médecin-chef à la maternité de Boaké, j'ai opéré une femme jeune comme vous, je touche du bois, que vous n'avez jamais de fibromes, que vous viviez comme ça, parce que ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Ma mère n'a pas eu de fibromes du tout, mais ses enfants, une seule a eu des fibromes. Et donc, quels sont les traitements? Le traitement existe parce que quand c'est Dieu lui-même qui est à la base d'un problème, il met le médicament à côté. C'est la racine d'une plante qu'il faut connaître. Et je vous dirai comment j'ai connu ça. Ok. On n'a pas suffisamment de temps pour développer, mais c'est le traitement que vous proposez pour le traitement, pour soigner ou guérir du fibrome, il se fait en combien de temps? Entre 6 mois et 9 mois. Parce que le rôle de l'utérus, c'est que ça vous permet d'avoir des enfants. Oui. Et donc, en traitant comme ça, le but recherché, c'est que votre utérus vous permette de faire vos enfants. Que jusqu'à l'âge de 50 ans, vous allez faire tous vos enfants, que vous êtes grand-mère, les enfants viennent vous voir, c'est très agréable. Ça, je vous le dis, c'est agréable d'avoir des petits-enfants. Donc, le rôle, c'est ça. Et la plante dont la racine permet de soigner les fibromes, permet à ces boules-là de tomber naturellement. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça ne repousse plus. Ça ne bouge plus, ça ne saigne plus, ça ne vous embête plus. Et donc, vous faites vos enfants avec ça. C'est le traitement même, le vrai traitement du fibrome. Donc, on nous avait dit d'opérer. Et j'ai opéré. Et à Boaké, j'ai découvert une femme jeune comme vous. Je lui ai enlevé plusieurs boules sur l'utérus. Et c'est quand j'ai fini d'enlever toutes les boules sur l'utérus que j'ai constaté que l'utérus avait diminué. Là, j'ai dit, donc, toutes ces boules-là sont enlevées aux dépens de l'utérus. Imaginez un instant que sur votre mollet, il y a une crampe. Il y a une crampe, donc il y a une boule qui vient par là. Si on considère qu'il faut enlever la boule, on va couper une partie du mollet. Et ça diminue, et si ça repousse encore, qu'on coupe encore, à la fin, vous n'aurez plus de mollet. Ça sera bien. Donc votre utérus ne vous permettra plus de faire des enfants. Un utérus, c'est un organe secret et sacré. Il ne faut pas le égratigner comme ça, opérer. Comme quand c'est Dieu lui-même qui est à la base d'un problème, il crée la solution à côté. Donc, je n'opérais plus. Mais j'étais embêté parce qu'on m'avait enseigné que ça, opérer. Donc, comme je n'opérais plus, j'écoutais, on disait, il y a une vieille femme dans le quartier, il sait comment on soigne ça. Et vous êtes allé vers elle, elle vous a montré les procédés. Pas comme ça, c'est comme, on est en pays baoulé. Je suis allé, je l'ai parlé en baoulé. Oui, et elle vous a montré les procédés. Aujourd'hui, vous traitez les fibromes. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre échange parce qu'on me signale. Docteur Zébé, vous êtes situé où?
Je suis situé les numéros de téléphone pour tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui voudraient bien se faire traiter du fibrome. du fibrome, c'est mon cabinet se situe à Carrefour Cité Cyr, à Faya, en face du château d'eau. Et le numéro de téléphone est mon numéro de téléphone habituel, 0709 66 02 00. Et vous consultez, vous êtes ouvert de quand à quand, de quelle heure à quelle heure? À 13h tous les jours, sauf samedi et dimanche. Très bien. Voilà. Merci. C'est un médicament qui traite bien les fibromes, ça les fait disparaître. Et il ne repousse plus. Même si ça repousse, On les retraite. On traite encore. Et c'est mieux pour vous que de se faire opérer. Non, merci beaucoup, docteur Zébé, d'être passé sur notre plateau. Vous revenez quand vous voulez. On pourra parler d'autres sujets, d'autres maladies que vous traitez chez la femme. Je vous propose à présent de passer à la deuxième rubrique de notre émission Médecine alternative. Et aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, nous parlons de l'avocat. Alors, docteur Bozy est déjà installé sur notre plateau. Avec lui, on parle de l'avocat. Mais je voudrais déjà vous rappeler, chers téléspectateurs qui nous prenaient en marche pour la première fois peut-être, que le docteur Bozy est journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseiller en spiritualité. Il est président de la Fondation Dr Bozy qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Ainsi dit, docteur, l'avocat, est-il un fruit ou un légume? C'est un fruit puisque l'avocat est issu de la floraison, je vais un peu me répéter, de la floraison des fleurs, voilà, de l'avocatier. C'est-à-dire que l'avocatier a des fleurs et c'est de ces fleurs-là que sont donc issus les avocats. Donc tout ce qui est issu d'une floraison et que nous pouvons donc consommer comme les oranges, les mandarines et tout, sont des fruits. Mais lorsque on mange toute autre chose d'un arbre ou toute autre chose d'une plante ou l'entièreté même de la plante, on parlera de légumes. Quand on prend les épinards, on mange les feuilles. Ce ne sont pas des fleurs. Donc les feuilles d'épinards sont des légumes. Quand on prend la salade, on mange, je vais dire, l'entièreté de la salade. Je vais parler de la laitue. Et là encore, c'est un légume, mais à feuilles. Voilà. Très bien. On va parler, on ne va pas tarder, hein. On va aller directement aux vertus naturelles d'abord, thérapeutiques de l'avocat. Je sais que l'avocat est un anti-tumeur, un antioxydant. Il est aussi un brûle-graisse. Voilà, donc on va aller en détail. Avec déjà, tu connais pas mal de vertus. À cause de vous, je me cultive un peu quand même. Il faut simplement dire que l'avocat doit être consommé en permanence par tout le monde. Premièrement parce que c'est un fruit qui améliore la vue. Or, l'homme, déjà autour de la quarantaine, voit sa vue baisser progressivement. Donc, c'est un fruit qui améliore la vue. Quand vous consommez régulièrement de l'avocat, eh bien, la vue s'améliore. Alors que pendant qu'on consomme aussi régulièrement de l'avocat, le taux de sucre qui peut être élevé dans le sang baisse. Donc c'est encore un fruit qui est bon pour combattre la glycémie qui est élevée. Ceux qui consomment assez régulièrement de l'avocat finiront par voir leur glycémie se stabiliser. Donc les diabétiques peuvent utiliser l'avocat. Absolument. Voilà. L'avocat contribue à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais comme c'est un brûle-graisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est donc bon pour combattre le cholestérol élevé, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Ceux qui ont ces problèmes-là doivent veiller, ont tout intérêt, j'allais dire, de consommer justement l'avocat. On va aller encore plus loin. C'est un puissant anti-inflammatoire. On le sait, lorsque les femmes font leurs règles, il y a une légère inflammation assez permanente du muscle intérieur, de la partie intérieure de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Et donc si la femme consomme assez régulièrement de l'avocat, l'inflammation de l'utérus ne se fera pas. On le sait aussi,
les cancers sont issus donc d'une inflammation qui n'a pas été traitée ou bien qui a été maltraitée. L'avocat vient à juste titre pour aider. Allons-y encore plus loin. Riche en vitamine C, riche en vitamine E, riche en magnésium, riche en calcium et du moins en potassium, voilà. L'avocat serait l'ami tant de l'homme que de la femme. La vitamine C, on le sait, puissant antioxydant. La vitamine C viendra donc pour empêcher justement le vieillissement précoce des cellules, de l'organisme et donc bon préventif, je vais dire, des cancers. On peut aller encore plus loin. Si l'avocat favorise la digestion, on le sait, nous en tant que phytothérapeute, lorsque la digestion est ralentie, des gaz naissent, la constipation se fait, et la constipation, quand elle se maintient, elle est le prélude de la naissance de nombreux cancers, notamment le cancer de la prostate. L'avocat contient certains éléments très importants qui permettent donc de combattre l'essentiel des maladies de la prostate, mais mieux, le cancer lui-même de la prostate. On peut s'arrêter là. Très bien. Alors, docteur, au vu de tout ce que vous avez énuméré comme vertus thérapeutiques des constituants de l'avocat, sous quelle forme peut-on utiliser l'avocat déjà pour ces vertus thérapeutiques? Mais l'avocat même, c'est la pulpe d'avocat qu'on consomme, hein, c'est-à-dire en griffe, hein, la chair d'avocat. Et donc, il n'y a pas d'autre forme que cela. C'est-à-dire, nous-mêmes, on conseille à ces personnes qui ont des difficultés pour mieux voir et tout, de tout simplement acheter un avocat. Je pense qu'actuellement, on est dans une période favorable. Voilà. Hein, tout simplement enlever le noyau et puis avec une cuillère consommer, ne même pas ajouter d'huile de ceci, de cela. Voilà, parce que pris de cette manière, l'avocat a une action curative vraiment au maximum même de sa constitution. Ok. Voilà. Alors, nous allons aborder maintenant le volet spirituel des vertus de l'avocat. Quelles sont les vertus spirituelles de l'avocat? L'avocat, ce fruit simple, ce fruit bon à manger, doux. Quelles sont ces vertus spirituelles et comment on les utilise? Alors, il faut dire simplement que quand on parle toujours des vertus spirituelles des plantes, il y a non seulement, quand on est au niveau des fruits ou bien des légumes, il y a, quand on va parler du fruit lui-même, ou bien de la partie consommable de la plante, c'est-à-dire du légume, et on va parler aussi de cette plante-là elle-même. Donc, quand on parle de l'avocat, on parlera aussi de l'avocatier. L'avocat a une action très intéressante, positive, je vais dire, au plan spirituel, mais l'avocatier a une action occulte et négative. On va parler de l'avocatier d'abord. Il n'est pas bon de planter un avocatier dans une maison où l'on habite. Dans une cour. Dans une cour où l'on habite. Si on aime beaucoup l'avocat et qu'il a des vertus thérapeutiques. Ah ben voilà, il faut faire le choix. C'est beau aussi de laisser les autres vendre, puis on va l'acheter. Ou bien on fait une plantation, voilà, c'est tout. Hein, on peut mettre par exemple l'avocatier dans, je vais dire, une école. Ce n'est pas un lieu où les gens habitent. Mais lorsqu'on habite. Mais si le directeur d'école habite dans l'établissement. Bon, l'action de l'avocatier ne sera pas strictement liée à cette personne-là, d'autant plus que c'est un lieu où en permanence des gens viennent en grand nombre. Voilà, et les enfants, même quand ils étudient souvent, dans certains cas, peuvent rester à étudier jusqu'au matin, ça ne va pas influencer le directeur seul. Mais lorsque c'est votre demeure, si vous plantez un avocatier dans cette demeure, soyez-en sûrs, avec le temps, vous vous appauvrissez. L'avocatier favorise progressivement l'appauvrissement de celui chez qui l'arbre pousse. Et cela est démontré au plan spirituel. Donc, je ne conseillerais pas aux gens de mettre des avocatiers dans leur cour. Deuxièmement, l'avocatier aussi attire les esprits des défunts. L'esprit de mort? Non, pas l'esprit de mort, mais des personnes qui ont trépassé et qui errent. Des personnes qui sont décédées et dont l'esprit est. Voilà. C'est comme un magnétisme entre ces esprits-là. Ils viennent se pêcher sur l'avocatier ou bien dans la cour. Sous
l'avocatier. Et du coup, c'est comme une poubelle. Quand elle est quelque part, son odeur irradie et gêne. Donc, quand quelqu'un est décédé, il n'est pas parti, il est resté en train d'errer, s'il reste sous cet avocatier qui est dans votre demeure, mais il n'est pas de ce monde-là. Donc, toute activité que vous allez faire ici n'aura pas d'effet. Et tout va tomber et l'appauvrissement va se faire. Je vais voir s'il n'y a pas d'avocatier dans mon quartier. Non, dans le quartier, surtout dans une cour, c'est là où on vit. Ce n'est pas comme le manguier qui a d'autres actions. Non. Voilà. Donc, c'est seulement dans la maison où l'on vit qu'il ne faut pas planter d'avocatier. Quand on parlera un jour aussi d'autres arbres, dans ce sens-là, ce sont des arbres occultes. Concernant l'arbre, ce n'est pas bon de le planter parce qu'il attire de mauvaises ondes. Et concernant le fruit lui-même, le fruit, lui, il est positif. Et les huiles, comment les utiliser pour Voilà. Le fruit, il faut utiliser surtout le noyau, parce que le noyau, on le laisse sécher pendant une bonne période, on en fait une poudre et puis on le fait brûler. Voilà. Sinon, pas le noyau, mais la poudre, donc on la fait brûler parce que justement, la fumée de cette poudre-là attire et favorise le développement des activités à caractère féminin. C'est-à-dire que si vous avez un salon de coiffure, vous avez un salon de couture pour femmes, vous avez une garderie, tout ce qui concerne la femme, tout de suite là, cette poudre-là va favoriser le développement de vos activités. C'est une poudre qui est favorable aussi aux hommes, puisque cette poudre-là attire la jante féminine. Du coup, si vous faites des activités, vous avez besoin de travailler avec les femmes, on vous conseille d'utiliser cette poudre-là. Ok. Voilà, sous et forme l'huile, de on ne fumigation. l'utilise pas. La dernière question, Montréal me presse de terminer cette émission. La dernière question. Oui. Est-ce que on a parlé de la poudre et l'huile et non, le l'huile, noyau, c'est surtout en cosmétique et tout ça, pour les cheveux, pour la peau. Mais au plan spirituel, pour ceux qui sont positifs, c'est uniquement le noyau qui favorise la prospérité des activités qui sont en lien avec la jante féminine. Très bien. Voilà. Alors, docteur Bozy, il n'y a pas autre chose à achever. Je sais que là, il va me... Mais quand même, il n'y a pas autre chose à ajouter pour finir avec l'avocat. Tout simplement, je vais dire que tout ce que nous disons dans cette émission-là concerne soit les hommes ou les femmes ou les deux en même temps. Si vous suivez bien les conseils que nous donnons dans cette émission par rapport à la spiritualité des plantes, je pense que chacun pourra tirer son épingle du jeu. La pauvreté va baisser et les gens pourront être mieux heureux. Voilà, je les conseille donc de pouvoir suivre cette émission-là. Merci beaucoup, docteur Bozy. Vous pouvez joindre le docteur Bozy au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et là, nous partons à présent à la dernière rubrique de notre émission, Conseil de praticien. Et on parle aujourd'hui de lifting, de liposuction, de agrandissement des fesses, de grossissement des seins et des lèvres, affinement du nez. La chirurgie esthétique connaît une véritable explosion à travers le monde et dépose ses valises en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et pourtant, des zones d'ombre autour de la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Dans cette rubrique de conseils de praticiens, nous en parlons, mais avant, je vous propose de suivre avec nous les questions des téléspectateurs et ensuite, notre praticien pourra répondre. Bonjour docteur, je me nomme Eric Brou. J'ai une question pour vous. La chirurgie esthétique est-elle dangereuse? Merci. Bonjour docteur, je suis Michael Brou. J'aimerais bien savoir quand et comment faire une chirurgie esthétique. Merci. Bonjour docteur, moi c'est Ibaré Stéphane. Alors une question pour vous. Quels sont les différents types de chirurgie esthétique? Merci. En fait, la chirurgie esthétique, elle présente les mêmes risques que n'importe quelle autre chirurgie. Ce sont les risques inhérents à l'anesthésie ou à l'état pathologique du patient. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont recours à la chirurgie esthétique, et bien plus que vous ne le pensez. Généralement, ils le font à l'extérieur, et quand nous, on les reçoit,
au moment des complications, ils nous disent ignorer qu'il y avait des spécialistes en Côte d'Ivoire. Qu'il y a des spécialistes en Côte d'Ivoire. En général, tout le corps est concerné. Mais les zones qui sont les parties du corps qui sont les plus prisées, c'est le visage, le tronc et les membres. Les plus fréquentes, on va passer au niveau des différents segments du corps. Donc quand il s'agit du visage, nous avons les otoplasties. C'est une chirurgie qui corrige les oreilles décollées. Et c'est surtout chez les jeunes adolescents qui se rendent compte qu'ils sont différents de leurs amis. Et donc ils sont un peu complexés. Il y a la rhinoplastie qui concerne le nez. Et après, il y a toutes les personnes âgées qui, sous le poids du vieillissement, voient la peau du visage, la peau des yeux, des paupières qui s'affaissent. Et donc là, on a recours à tout ce qui est blépharoplastie, lifting. Maintenant, au niveau du tronc, en ce qui concerne le sein, il y a tout ce qui est réduction ou augmentation mammaire, avec les prothèses et tout. Au niveau de l'abdomen, on a ce qu'on appelle la lipoaspiration ou l'abdominoplastie, surtout chez les femmes après la maternité ou chez des personnes obèses qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique et aujourd'hui ils ont un excédent cutané, donc on est amené à les reprendre. La chirurgie esthétique doit se faire chez une personne qui est psychologiquement stable et dont la demande doit être à la fois réalisable et réaliste. Bien entendu, avant toute chirurgie esthétique, le patient doit être informé des risques encourus et également des résultats attendus pour éviter tout effet de conflit, de colère. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir des patients qui viennent, qui demandent de se faire opérer, et quand on leur montre ce qui va se passer, on leur montre la cicatrice résiduelle, ils ne sont pas d'accord, ils disent c'est pas possible, qu'ils ont vu dans les journaux, sur des photos, qu'il n'y avait pas de cicatrice, mais on ne peut pas opérer sans cicatrice. Ne serait-ce que la moindre coupure que vous avez avec un couteau, une lame, il y a une cicatrice résiduelle. Il faut que les patients prennent la peine d'aller consulter chez des vrais spécialistes. Ils peuvent même prendre plusieurs avis. Ils doivent poser le maximum de questions. Et c'est une fois qu'il y a une confiance qui s'est faite entre le chirurgien et le patient qu'on se fait opérer. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission qui, je crois, j'ose le croire en tout cas, vous a fait énormément de bien. Santé 24 sur Business 24 Africa. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné avec à sa tête Lignon Gilbert, assisté de Tima Traoré. Je suis Irène Bailly, je vous retrouve la prochaine fois, même heure, même canal.